Bonjour Dr Patrick Michel. Bonjour. Alors, on va aujourd'hui parler de la mission Artemis 2 qui a lieu du 1er au 10 avril. Donc elle est sur le point de rentrer. C'est une mission NASA mais avec une participation forte de l'ESA. C'est très important, l'ESA produit le module de service qui assure la propulsion pour mettre le véhicule Orion qui embarque les astronautes sur la bonne trajectoire vers la Lune. Et les toilettes aussi, parce qu'il y a un petit souci. Alors les toilettes, c'est pas l'Agence spatiale européenne, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit souci qui a été réparé d'ailleurs par la femme astronaute à bord. Oui. Donc on lui doit, je pense que les autres astronautes lui doivent beaucoup. Alors il a fallu tourner Orion pour que ça fonctionne, pour dégeler la pièce, pour que les toilettes fonctionnent. Ah ben vous savez plus que moi, vous êtes un plombier expert du spatial. Je vois ça, oui. Et donc du coup, c'est un nouveau départ pour notre satellite naturel, la Lune, qui nous accompagne depuis 4,6 milliards d'années. Milliards d'années, oui, absolument. En fait, depuis 1972, on n'est pas retourné, on n'a pas remis le pied sur la Lune, les derniers astronautes Apollo 17. Et depuis d'ailleurs, on n'est pas allé au-delà de quelques centaines de kilomètres de la Terre sur la Station spatiale internationale, ou alors un petit peu plus haut d'ailleurs, peut-être un peu plus de 1000 kilomètres pour l'un d'entre eux. Oui. Et sachant que la Lune, elle est à 400 000 km. Donc et là, on est vraiment vraiment dans le Guinness Book des records. C'est 4 Nord-Américains. Absolument. Alors, ils sont dans le Guinness des records parce qu'ils sont allés à la distance la plus loin de la Terre, puisqu'ils ont dépassé la Lune et ils sont allés au-delà à peu près à 406 000 km. Seul Apollo 13 était allé, à cause d'un souci d'ailleurs, un petit peu plus loin, mais là c'est vraiment la distance maximale et ça leur a permis d'ailleurs de voir des portions de la face cachée de la Lune telles qu'on les avait jamais vues parce qu'elle n'était pas illuminée. C'est pas les seuls à être allés derrière. Apollo 8 y est allé aussi, je crois qu'Apollo 10 aussi. Ça a permis à l'œil humain de voir des portions de la Lune qu'on n'avait jamais vues, sachant qu'il y a quand même des missions robotiques qui ont fait des cartographies extraordinaires de la Lune, même les Chinois qui ont ramené des échantillons de la face cachée de la Lune. Oui. Donc c'est surtout le fait que l'humain retourne sur notre satellite naturel. Et pour la première fois, on a vu 4 astronautes avoir des réactions face à ce qu'ils voyaient de très 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 près. C'était 5000 km de la surface. Et ça, c'était pas arrivé. Et on n'avait pas YouTube Live, on n'avait pas NASA.tv. Exactement. Nouveau, et avec une émotion magnifique. Puis en plus, ils ont pu filmer à très haute résolution. Et on a ces sublimes images d'ailleurs maintenant publiques où on voit la Terre derrière la Lune. Ils ont vu un coucher de terre, un lever de terre. Et c'est vrai que moi, je suis très ému de voir ça parce que ça nous rappelle à quel point notre Terre est finalement unique, bleue, avec son atmosphère très fine. Et puis finalement, la seule qui est capable de nous accueillir. Donc, il faut qu'on y fasse attention. Ça nous rappelle toujours ces moments-là que d'ailleurs, les astronautes d'Apollo 8 aussi avaient réalisé à quel point notre Terre est seule dans un océan de vide. Et que tout le reste est hostile. Et c'est vrai qu'ils nous l'ont redit en direct à la télé, du coup. Et je pense que c'est important de le dire, surtout dans un contexte géopolitique pour le moins tendu, de rappeler quand même tout ceci pour offrir un message de paix et pour l'humanité. Je crois que c'est l'astronaute canadien qui a dit quelque chose comme « Nous sommes tous des astronautes ». Eh oui, ben oui. Quelque part, on est des astronautes, on est sur un vaisseau. La Terre est elle-même son propre vaisseau. Alors, si on comprend ce que la technologie et l'industrie ont pu gagner dans cette mission, est-ce que la science y a gagné dans cette mission Artemis 2 ? Alors, je dirais pas encore, parce qu'évidemment, il va falloir attendre les êtres humains qui seront sur la Lune et ce qu'ils vont pouvoir faire et ramener des échantillons, etc. Même avec des photos en 8K ? Si, quand même. Oui, j'exagère. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire des choses que d'autres missions robotiques ont pu faire. Ce que je dirais, c'est que déjà, au niveau de l'industrie et de la technologie, évidemment, ça fait des avancées majeures parce que envoyer des êtres humains, c'est pas la même chose qu'envoyer des robots. Le niveau de sécurité est pas le même, la complexité non plus. Donc, ça nous pousse à lever des verrous technologiques qu'on ne leverait peut-être pas si on ne se donnait pas ces défis-là. Un robot n'a pas besoin d'aller aux toilettes, effectivement, n'a pas besoin de manger, par exemple, n'a pas besoin de respirer. Voilà, donc il y a tous ces développements-là. Et puis là, ils ont pu effectivement voir la face cachée, et en particulier, alors ça c'est ce qui nous intéresse dans le cadre du podcast Astro-Roche, on s'intéresse aux impacts, aux astéroïdes, et là, on a des images du magnifique bassin oriental, alors on peut dire bassin ou cratère, on appelle, ou mer orientale d'ailleurs. Il s'agit d'un cratère généré à l'occasion d'un impact d'astéroïdes. Voilà, c'est ça, et qui est maintenant en partie recouvert au centre d'une couche de basalte qui vient d'un volcanisme qui s'est produit après. Il y a eu de la lave a posteriori. Exactement, qui a nappé d'ailleurs l'intérieur du cratère. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit ces sites, ces mers, pour faire atterrir des astronautes en général, parce que c'est plus lisse. Plus simple, en fait. On va au plus simple. Voilà. Mais par contre, dans les prochaines missions Artemis, on n'ira pas au plus simple. Non, on ira au pôle Sud, parce que c'est là qu'il y a de la glace d'eau qui est préservée du fait qu'il y a des cratères qui ne voient jamais le soleil.
Et donc, alors par contre, d'où vient cette eau, on ne le sait pas. Il y a plusieurs théories, mais on pourrait se poser là. Mais en tous les cas, ce bassin oriental, il est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un cratère complexe parce qu'il est grand. Il a été fait par un projectile qui fait à peu près 64 km de diamètre. 64 km, c'est donc énorme. Il faut un projectile de 64 km pour faire un cratère de 930 km de diamètre. D'accord, voilà. Sans atmosphère du coup. Non, sans atmosphère, exactement. Et là, quand on a un objet aussi gros qui arrive, en fait, ce qui se passe, c'est que il va fondre d'abord tout le point d'impact. On va faire une première cavité, mais en fait, c'est tellement énorme qu'il va y avoir des rebonds de matière, donc des sortes de vagues de tsunami de matière d'une hauteur de 100 km. Un tsunami solide. C'est ça, et qui va créer d'ailleurs, comme quand on envoie un rocher dans l'eau, ça crée ces ondes. Ces ondes vont se rigidifier et créer ces anneaux que l'on voit, puisque c'est un cratère multi-anneaux. Le dernier est à 930 km. On a 3 anneaux comme ça. Et au centre, on a même un pic central, une sorte de monticule, qui vient du fait que quand vous faites tomber, par exemple, un sucre dans le café, vous voyez qu'au milieu, il y a une petite colonne liquide qui remonte et puis qui redescend tout de suite parce que tout est liquide. Oui. Et là, elle redescend, mais pas complètement, et ça crée ce pic. Et justement, maintenant, le fait qu'on ait compris comment les cratères fonctionnent, c'est comme ça qu'on arrive à identifier que ce sont bien des cratères, tous ces trous que l'on voit sur la Lune, qui sont circulaires parce que peu importe la direction à laquelle arrive un projectile, à ces vitesses-là, il explose, donc ça crée une explosion dans tous les sens, et du coup, ça crée une structure circulaire, alors qu'au départ, on pensait que c'était des volcans pour que ce soit circulaire. On se disait, mais les projectiles arrivent dans n'importe quelle direction, ça doit faire des cratères allongés. Mais non, parce que comme il explose de toute façon, ça va dans toutes les directions, à moins que ce soit très rasant. Et donc, en étudiant ces cratères-là, en comprenant comment ils se forment, en pouvant les dater, ce qu'on n'a pas pu faire pour Oriental, on pense que c'est le plus jeune des bassins, par rapport aux autres, sur la base des cratères qu'on voit à côté, etc. Donc, il serait daté à peu près à 3,8 milliards d'années à la fin de la formation des grands bassins. Et ensuite, en analysant tous ces cratères, on peut faire une histoire des impacts sur la Lune, ce qu'on a fait. Voilà. Et donc après, avec les missions Artemis à venir, l'Artemis 4 sera la première à poser des êtres humains. On va pouvoir faire des expériences assez sympas, comme par exemple de la sismologie grâce à un instrument en collaboration entre la France et les États-Unis, puisqu'on va déposer un sismomètre et on va pouvoir étudier comment les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Lune. La sismologie est due aux effets de marée, mais aussi aux impacts qui se produisent et peut-être à d'autres mécanismes. Et en étudiant comment les ondes sismiques se propagent, ça nous renseigne sur l'intérieur de la Lune. Donc si la Lune était entièrement fondue au départ, ensuite elle s'est refroidie, et savoir exactement le noyau, le manteau, la croûte, comment tout ça s'organise, est intéressant pour comprendre l'histoire de la Lune. Donc au niveau scientifique, il y aura pas mal d'avancées sur notre compréhension de notre satellite naturel, qui est important parce qu'il a été dû à un impact géant d'un objet de la taille de Mars qui a déchiré une partie du manteau de la Terre, et tout ça s'est mélangé dans un disque de débris qui a reformé la Lune. Et ces impacts géants doivent se produire normalement dans n'importe quel système planétaire, parce que c'est à peu près la même histoire. Donc comprendre ces impacts nous permet aussi d'abord de comprendre l'histoire de notre système solaire et peut-être d'autres systèmes planétaires. Oui. Donc ça va être intéressant de pouvoir suivre toutes ces aventures qui ont en plus un côté aventure à la Indiana Jones, parce que dès qu'on met des êtres humains, il y a toujours un risque, etc. Et puis le fait qu'un être humain retourne sur la Lune, c'est toute l'humanité qui retourne sur la Lune. Oui, et donc, c'est une façon aussi de nous réunir et de nous unir, même s'il y a une compétition, parce que le jour où il y en a un qui y est, peu importe qu'il soit chinois, américain, etc., tout le monde s'identifiera et se dira que c'est quand même absolument extraordinaire. Et je pense qu'on a besoin de ça pour à ces moments de communion, pour nous rappeler que nous sommes une seule espèce avec les mêmes problèmes, les mêmes enjeux, et qu'on a intérêt justement à exploiter ces challenges pour en faire quelque chose aussi sur notre survie sur Terre. Et on a hâte d'arriver du coup aux prochains épisodes d'Astro Roche pour parler des prochaines missions d'Artemis. Voilà. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.